Je m'appelle Henri Verneuil, profession cinéaste, et depuis 30 ans, je raconte des histoires pour ceux qui me font l'amitié d'aller les écouter devant un écran de cinéma. Je leur ai raconté l'histoire d'une mélodie en sous-sol, d'une vache et d'un prisonnier, l'histoire d'un Saint-Jean-Hiver ou d'un week-end à Zuidcote, celle des gens sans importance ou d'un serpent. J'ai essayé de les divertir avec un clan des Siciliens, un casse, une peur sur la ville, pour leur raconter après la vie d'un président ou d'un homme qui s'appelait Icomicard. Et puis, tant d'autres histoires encore, c'est long, 30 ans. Mais très curieusement, dans toutes ces histoires, jamais l'amour n'y a trouvé sa place. Rétrospectivement, quand je pense à tous ces films, je crois qu'inconsciemment, j'ai évité cet instant pathétique où un homme et une femme doivent se dire à l'écran « je t'aime ». Pour me faire pardonner ces 30 ans d'impertinence envers Sa Majesté l'Amour, je vais essayer ce soir, le temps d'une lettre, puisque tel est le titre de cette émission, je vais essayer d'esquisser un tout petit bout d'une très longue et belle histoire d'amour. Une histoire d'amour où le verbe aimer n'a pas besoin d'une béquille pour tenir debout, il n'a pas besoin de ce petit adverbe pour le soutenir, je t'aime bien, je t'aime beaucoup, je t'aime plus, comme on dirait, je prendrais bien encore une tranche de ce roast beef. L'amour, dans mon histoire, on ne le prête pas. Une fois qu'on l'a donné, on ne le reprend pas pour le porter ailleurs. C'est un amour simple, tranquille, il est porteur d'éternité. Cette ville qui s'étend devant nous, c'est Marseille. Avec une petite caméra, je suis parti sur les chemins de mon enfance et de mon adolescence pour essayer de retrouver les traces de cet amour. Bien sûr, c'est une démarche banale qui annonce en général un raseur qui se croit assez important pour se pencher sur son passé. Pour moi, c'est tout simplement pour dire je me souviens et pour raconter encore une fois une histoire, celle d'une famille d'émigrés qui avait fait de chaque jour de sa survie un jour de fête grâce à l'amour. L'écrivain a la magie des mots pour décrire, reconstituer, évoquer ce qui n'existe plus. Moi, j'avais besoin des images d'hier et j'étais dans une ville d'aujourd'hui. Alors j'ai tailladé dans un film en noir et blanc que j'avais tourné en 1946, mon premier film, un documentaire sur Marseille. Le grand Fernandel m'avait prêté sa voix pour le commentaire. Nous ne l'entendrons pas, puisque j'ai réduit ce film à la dimension de quelques modestes cartes postales pour retrouver un peu le Marseille d'avant-hier. Donc, en couleur ou en noir et blanc, selon qu'il s'agit d'hier ou d'aujourd'hui, dans cette ville qui avait tant changé, j'ai cherché les rues, les maisons, les arbres, les odeurs, témoins de ma fabuleuse histoire d'amour. C'était par un matin brumeux de décembre 1924, un petit cargo qui venait de braver 5 jours de tempête allait enfin accoster le port de Marseille. Il y avait sur ce cargo 5 rescapés du premier génocide de ce siècle, le massacre des Arméniens qui avait fait 1,5 million de morts parce qu'un peuple avait tout simplement décidé d'en supprimer un autre. Pendant le tournage d'un film, on désigne par une croix tracée à la craie, quand le sol n'est pas dans le champ de la caméra, bien sûr, on désigne par une croix les places que doivent prendre les comédiens pendant la scène. Imaginez sur ce quai, à la place de ces croix, 5 silhouettes frêles, avec, pour tout bagage, un baluchon ficelé devant eux. Ces 5 rescapés du rendez-vous avec la mort, c'était le père, la mère, ses 2 sœurs et un petit garçon de 4 ans. Il ne reste plus aujourd'hui que ce garçon, avec quelques années de plus, et qui voudrait dire aux 4 autres disparus, depuis ce quai, je me souviens de tout.
Je me souviens de votre permanente indulgence, de vos tendresses, de vos générosités puisque vous m'avez fait milliardaire en amour. Je me souviens de vos dévouements, de vos folles joies devant mes petits bonheurs, de vos angoisses devant mes secrètes tristesses, et plus tard, je me souviens de vos fêtes à chacun de mes retours. Je me souviens aussi de mes colères imbéciles devant l'excès de vos inquiétudes. Je me souviens surtout de votre perpétuel ravissement d'être ensemble. Je me souviens très bien de la première maison qui nous a abrités. C'était au numéro 109 de cette rue. La façade à cette époque était grise, lézardée, sale, et nous habitions tous les 5 dans une seule pièce au 4e étage. Un peu plus tard, lorsque j'appris à lire le français, j'ai pu enfin déchiffrer le nom de la rue. Elle s'appelait rue Paradis. Un matin, en attendant l'heure de mon école, j'étais accoudé au petit balcon de ma fenêtre pour regarder le réveil de ma rue. Un tram s'arrêta, un homme descendit lourdement, en titubant. Il était courbé en deux comme un demi-cercle. Il fit quelques pas vers un platane, s'appuya contre l'arbre, et lentement, il redressa sa colonne vertébrale. Puis il prit 2 ou 3 longues respirations, et il traversa la rue, en sortant de mon champ de vision. Quelques instants plus tard, la porte de notre chambre s'ouvrit. L'homme courbé de tout à l'heure entra dans la pièce. C'était mon père. Il se tenait droit comme un nid, avec des éclairs de chaleur dans le regard. De sa longue nuit, il venait de payer un petit bout de mes études, et pour masquer les ravages de la fatigue sur son visage, il souriait. Il m'a embrassé, et ce baiser qui piquait et sentait la sueur, ça s'appelle aussi l'amour. À l'école de cet amour, j'ai appris à avoir mal, mais physiquement, en même temps que l'autre. J'ai appris les inquiétudes et les angoisses en pensant à ce qui pourrait arriver à l'autre. J'ai appris surtout à l'école de cet amour de bien mauvaises habitudes pour plus tard. Je ne savais pas qu'un jour tout cela s'appellerait le mélo, et que le mot amour était plutôt réservé à des lèvres qui se cherchent, des salives qui se mélangent, et des baisers ventouses qui se terminent au mieux par un spasme de quelques secondes. Avec ma pauvre façon de conjuguer le verbe aimer, j'étais tout à fait prêt pour fournir les bibliothèques de gare, mais après tout, le bonheur est peut-être dans les gares. Un poète l'a dit, s'appelait Charles Cros. Tout le monde sait que c'est en faisant des boutonnières à la main et en travaillant dans les raffineries de sucre Saint-Louis qu'on fait fortune. En tout cas, c'est comme ça que mes parents purent acheter leur première machine à coudre. Et avec cette machine à coudre, nous changions aussi de domicile. Je revois ma mère, encore jeune et jolie. Elle s'habillait avec dignité, avec discrétion dans les gammes de gris pour passer inaperçue. Quelqu'un a dit que certaines femmes utilisaient des artifices vestimentaires pour nous faire croire à des formes qu'elles n'ont pas. D'autres utilisent ces artifices pour nous faire deviner les formes qu'elles ont. Elle s'habillait sans calcul, pour personne. Son parfum préféré, c'était une eau de Cologne naturelle, mais à 90 degrés. Nous habitions maintenant au 3 boulevard Théodore Turner. Après 16 ans de travail, ils avaient gagné une enseigne. Sur un tout petit magasin, on pouvait lire « Chemisier à façon ». Aujourd'hui, un matelassier a pris leur place. Leur sourire, leur amour qui savait si bien résister à l'habitude, étaient restés les mêmes.
seuls, leurs cheveux avaient un peu blanchi. Quant à moi, j'abordais le cœur battant le grand concours d'entrée à l'École nationale supérieure des ingénieurs arts et métiers. C'était en 1940, nous étions fin juillet, j'avais 20 ans. La liste des reçus devait être affichée vers 17 h devant l'école à Aix-en-Provence. J'avais dit à mes parents, je prendrai le tram de 18 h, je serai à Marseille à 20 h et au plus tard à 20h15 à la maison. Figé devant la liste des 60 reçus par ordre alphabétique, les lettres se brouillaient devant mes yeux. Je savais ce que mon nom sur cette liste, un nom parmi les autres, je savais ce que ce nom représentait pour ceux qui m'attendaient, 16 longues années d'espoir. Je fermais les yeux quelques instants pour retrouver mon calme. Quand je regardais à nouveau, les lettres étaient plus nettes, mon nom était là, je l'ai relu plusieurs fois, j'étais reçu. Je me mis à courir vers le tram du retour. Il n'était que 17h15, un camarade de promotion me proposa un verre de bière à la brasserie La Royale. Là, nous avons rencontré les anciens, les archis, comme on les appelle en termes gazards. Nous avons subi les traditionnelles brimades réservées aux conscrits, et c'est ainsi que je ratai mon tram de 18 h. Le prochain départ était dans 1 heure. Dans la ligne droite du terminus à Marseille, depuis la plateforme de mon tram, à 100 mètres encore de l'arrêt, j'aperçus mon père. Il agitait ses bras vers moi en criant « Ça ne fait rien, tu réussiras l'année prochaine ». Je me mis à crier aussi pour le rassurer. Un autre tram nous déposa au bas de notre boulevard où ma mère m'attendait pour me consoler, tandis que ma tante, sainte sentinelle devant la porte du magasin, fut la dernière à apprendre la grande nouvelle. Ce fut bien sûr un soir de fête. À la fin du repas, ma mère me remit une petite boîte en carton en me disant simplement un petit souvenir. Elle avait toujours une façon touchante d'offrir les cadeaux, en évoquant plutôt le souhait qu'elle formait, sans jamais insister sur la valeur de l'objet offert. Émerveillé par ce somptueux cadeau, j'allais l'embrasser, quand soudain je m'aperçus qu'elle ne portait plus à son doigt sa grosse alliance à l'ancienne. Je jetai un coup d'œil sur les doigts de mon père, son alliance avait disparu aussi. J'ai compris ce soir-là le prix de ma chevalière. Voilà, comme on dit dans les émissions de télévision, le temps qui nous était imparti étant largement dépassé, il faut finir cette lettre, qui deviendra peut-être un jour un film, si j'en ai le courage et le talent. Que reste-t-il de mes amours perdus? Pardon, monsieur Trenet, que reste-t-il de mes amours? Il me reste 2 alliances fondues en un petit morceau d'or sous la forme d'une dérisoire chevalière qui pèse bien quelques milliards de tonnes d'amour. Et puis, il reste dans le grand cimetière de la ville où je vais chaque fois que je peux, il reste sous une dalle de marbre glacé 4 merveilleux sourires figés pour l'éternité et qui me regardent encore pour me rappeler ce que c'est que l'amour. Et puis je retourne chez les morts vivants, reprendre ma place dans la comédie de l'amour. Et je fais semblant encore de croire au « je t'aime beaucoup, je pense à toi, tu m'as énormément manqué ». Post-scriptum, pardon de mon impudeur, pardon de vous avoir parlé pendant 20 minutes de ma famille. Mais si dans 30 secondes, quelque part le téléphone sonne pour déchirer le silence de la solitude d'une mère, si ce téléphone sonne pour dire « Allô maman,
comment vas-tu ce soir? Je t'aime. Alors cette lettre n'aura pas été complètement inutile. Et puis nous aurons parlé un peu d'amour, et pas forcément de celui de Roméo et Juliette.